parole à M. Renard à la séance pour procéder à l'appel. Bonjour à tous, merci monsieur le maire. Émeric Robin. Donc Sylvia Potier est en retard, on l'excuser et elle devait pouvoir en découper jusqu'à son retour. Patrick Trifi. Micheline Ouattara. André Cagza. Nadine Cauchy. Éric Larmoise. Marie-Josée Payos. Jean-Paul Liambo. Karine Lippert. Jean-Paul Gauthier. Annette Bras. Moi-même. Karine Florent. Éric Monchico. Laetitia Milcan. Patrick Evra. Véronique Hubert. Véronique Ibanez. Marie-Louise Nassar. Éric Bellorier. Agathe Mamouti donne pouvoir à Annette Bram. André Couplé. Jocelyne Dussobois. Jean-Marc Ledet. Jeanne Barbieux. Eric Tounzi donne pouvoir à Éric Barbouès. Émile Kester. Laetitia est excusée. Macouche Boaoud également. Ayet Aïkano. Philippe Lambert. Présent. Et Jean-Claude Priet. Présent. Merci M. Renard. Nous pouvons délibérer valablement, le quorum étant largement atteint. Je vais vous soumettre d'ores et déjà la première délibération du conseil municipal et vous allez comprendre pourquoi je commence par celle-ci, puisqu'il s'agit d'instaurer le huis clos. Compte tenu du contexte sanitaire que vous connaissez tous et qui va en s'empirant depuis plusieurs semaines, la loi du 14 novembre 2020 permet cette possibilité exceptionnelle de pouvoir procéder à nos assemblées, qu'elles soient municipales ou autres, dans des conditions de huis clos, à condition qu'il y ait une vidéodiffusion qui soit organisée. C'est le cas, et donc ce soir, je vous demanderai, compte tenu de ce contexte sanitaire, de bien vouloir accepter ce caractère exceptionnel du huis clos avec la garantie de sa diffusion, de nos échanges. Je vous demanderai aussi de garder le masque tout le long de la réunion et sur le nez. Et que naturellement les gestes barrières seront respectés et les micros lorsqu'ils passeront seront désinfectés à chaque fois. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. À partir de là, je vous demanderai d'adopter les procès-verbaux de la précédente séance. Avez-vous des remarques sur ces procès-verbaux? Pas de remarques? Y a-t-il des oppositions? Pas d'abstention? Je vous remercie. Adopté. La désignation du secrétaire de séance, délibération suivante, qui est de l'auxiliaire administrative. On garde le binôme et le tandem de Florian Renard et Mme Muller. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Voilà pour les formalités préalables à la discussion plus sur le fond de nos travaux de ce soir. La première délibération en tant que telle me revient dans sa présentation et il s'agit du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance pour 2022. Vous savez, nous avons acté le départ de la ville de Beuvrages, de cette collaboration entre les communes d'Anzin, de Petite-Forêt et de Rennes. Du coup, pour l'année 2022, il convient de modifier et d'amender la convention financière pour répartir sur les 3 communes restantes les coûts afférents au fonctionnement de cette police pluricommunale qui est une des émanations de cette collaboration, mais aussi l'ensemble des actions de prévention que nous pouvons mener avec les 2 autres communes. La convention financière vous a été annexée à l'ensemble du dossier de conseil, on puisse en prendre connaissance en toute transparence. Est-ce que vous avez des remarques sur cette convention, sur cette délibération? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non plus. Et je vous remercie. Je laisse la parole pour une série de délibérations relatives aux ressources humaines de notre collectivité à Éric Barbouès qui va vous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Effectivement,
chers collègues, trois délibérations ce soir, en ce qui me concerne, en lien avec les services de ressources humaines. Avant de vous les présenter, sachez que les trois délibérations ont été proposées, présentées et votées à l'unanimité en commission MAP du 18 novembre dernier et présentées en CT, comité technique, en date du 10 décembre et votées à l'unanimité pour la première. Les deux suivants étant des informations. Alors justement, concernant la première délibération, il s'agit d'instaurer ce que l'on va nommer une allocation forfaitaire de télétravail. La loi du 26 août 2021 crée, comme dans les secteurs privés, une indemnité forfaitaire à destination des agents exerçant, mais surtout pouvant exercer leur activité en télétravail. C'est pour cela qu'à compter du 1er septembre 2021, les collectivités et des LIB ont la possibilité d'instaurer un forfait télétravail afin d'indemniser les agents le principe. Le montant de ce forfait est plafonné à 220 € par an, en raison de 2,50 € jour, soit un maximum de jours télétravaillés à 88 jours à l'année. Considérant que le forfait télétravail est versé sur la base du nombre de jours en télétravail demandé par l'agent, et validé par l'employeur ou le M+1. Donc, la demande est faite par l'agent, validée par le M+1, planifiée, et du coup, pas d'impact sur l'organisation de la collectivité en elle-même. Ce pointage sera remonté à la RH et validera et transférera à la taille. Le forfait télétravail sera versé trimestriellement, et donc pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre 2021 de cette année, bien sûr, et le 31 décembre 2021, il y aura donc une rétroactivité et le versement interviendra au premier trimestre 2022. Il vous est donc proposé, chers collègues, après ces explications, d'instaurer l'allocation forfaitaire de télétravail selon les modalités suivantes. Donc les bénéficiaires, on en a parlé, ce sont les fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé. Le montant, 220 € maximum par an, soit 2,50 € de journée télétravaillée effectuée. Et enfin, les modalités de versement, donc le forfait télétravail est versé selon la périodicité trimestrielle, avec une régule sur le dernier trimestre de cette année. Donc, je vous demande d'autoriser M. le maire à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, M. Andrés, pour cette présentation. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Des demandes de précision? Non, je vais la soumettre à vos voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Délibération suivante? Oui, donc cette deuxième délibération pour actionner l'option 1 d'une convention qui existe déjà dans notre collectivité. Alors, le centre de gestion 59, concernant le code santé et sécurité au travail, c'est, souvenez-vous, l'aide notamment à l'élaboration du document des évaluations des risques en milieu professionnel, appelé DER. C'est également, entre autres, les permanences organisées au sein de la collectivité pour les agents qui souhaitent d'une assistante sociale. Eh bien, pour poursuivre notre volonté de s'inscrire dans une démarche préventive, et je me permets de vous rappeler que nous devons de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, l'option 1 de la convention est en parfaite adéquation avec nos besoins, c'est-à-dire la mise à disposition du centre de gestion 59 d'un médecin pour une médecine préventive et donc la mise en place dans ces lieux de visite médicale. Donc, il vous est donc proposé, chers collègues, d'autoriser M. le maire à signer la nouvelle convention d'adhésion au service de prévention du CDG et d'autoriser bien sûr M. le maire à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de cette délibération. Merci, Brigitte. Des remarques? Il n'y en a pas? Très bien. Je vais mettre au voie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Adopté. Délibération suivante. Eh bien, pour en terminer avec cette partie RH, parlons en rupture conventionnelle et plus précisément adhésion à la prestation chômage du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. En application de la loi de la transformation de la fonction publique, la collectivité a mis en œuvre en 2021 la procédure de rupture conventionnelle qui permet à un agent
de négocier son départ de la fonction publique territoriale et de bénéficier d'une indemnité de départ pour financer sa nouvelle activité. Si ce forfait de départ est calculé par la collectivité sur un barème très clair édicté par la loi, il lui faut cependant conventionner avec le centre de gestion afin de calculer le montant et procéder au versement des indemnités chômage pour lesquelles la collectivité aujourd'hui ne cotise pas. Seul le centre de gestion est habilité à ce jour à procéder et à valider ce calcul. Donc, considérant que la collectivité a mis en place 3 ruptures conventionnelles en 2021, que les crédits correspondants sont inscrits au budget, je vous demande d'autoriser le maire à signer la convention relative à l'adhésion et enfin d'autoriser M. le maire à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Eric. Qui demande des précisions sur cette délibération? Tout est clair? Parfait. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Je vous remercie. À noter. Merci Eric pour ces présentations et le travail avec l'équipe RH sur ce sujet-là. Je laisse la parole ensuite à Jean-Paul Gauthier pour vous présenter le projet de rénovation thermique de l'école de Godot, appelé projet Energy-Strong. Un, deux. Ça. Vous m'avez entendu, non? Bonsoir. Oui, je vais tâcher de parler sans être trop englué de cette ambitieuse opération qui est la rénovation de l'école à Godot. Bon, vous savez tous que nous sommes engagés dans une démarche de transition. Voilà, par exemple 2032, s'il fallait le préciser. Dans le cadre de cette transition, on s'attaque notamment à la rénovation, à la modernisation de notre patrimoine. Et en premier lieu, nos écoles. Bon, on a déjà intervenu largement sur Anatole France à Sabatier. On a poursuivi avec Paul Langevin, on va finaliser cette année. Et puis là, on attaque un autre gros morceau, si je puis dire, qui est l'école à Godot. Pour être, comment dirais-je, à la page, on va être très très ambitieux sur la performance énergétique, le confort de cette école, dans les travaux qu'on va engager. Alors oui, effectivement, on est dans une démarche baptisée Energy-Strong. Si je dois vous résumer le propos, l'idée, c'est que cette école ne consomme plus d'énergie, sinon celle qu'elle produira elle-même. Voilà, notamment avec des panneaux photovoltaïques. Hein, donc l'ambition est grande. On est regardé de toutes parts. Petit moment de fierté, on est considéré comme un projet pilote européen, donc allons-y. Mais il va vite falloir revenir sur terre parce que la réalité technique et économique, vous allez voir, n'est pas complètement simple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire bien sûr l'école, améliorer, comment dirais-je, le renouvellement d'air, améliorer l'isolation thermique, donc apporter plus de confort intérieur pour nos enseignants et nos enfants. On va retravailler tout ce qui est bloc sanitaire, le satellite de restauration, et tout ça, voilà, avec l'idée de quasiment ne pas consommer d'énergie. Ce qu'il est même prévu, c'est un contrat de garantie qui nous permettra, si il devait y avoir un petit dépassement des petits besoins qui venaient à se mettre à jour, et bien, effectivement, c'est l'entreprise avec laquelle on aura le contrat de maintenance qui devra prendre en charge ces éventuels surcoûts. L'idée, c'est bien entendu qu'il n'y en ait pas. Patrick complétera sur les aspects financiers, mais je voulais juste vous donner un chiffre. On intervient aujourd'hui, on commencera les travaux en 2022, on les échelonnera sur l'année 2023. En faisant ça maintenant, le coût estimé est en dessous de 5 millions. Si nous n'intervenions pas, il nous en coûterait 8 200 000 euros dans les 8 années à venir. Donc comme on a, j'allais dire entre guillemets, le vent dans le dos sur cette opération, puisque les fonds européens sont mobilisables et
sont prêts à mobiliser, on a décidé d'y aller. Voilà. Patrick, tu peux peut-être compléter sur les aspects financiers? Oui, donc vous avez le détail de l'avant-projet financier, puisque l'objet de cette délibération, c'est de permettre aussi aux maires d'aller frapper aux portes et pour retirer les subventions telles qu'elles sont appliquées. Donc on est vraiment, je tiens à ajouter, qu'on utilise millions de demain. Et ce qui est aussi très important, c'est l'auto-alimentation énergétique. Quand on voit aujourd'hui l'envolée des coûts énergétiques, je veux dire, le projet arrive au bon moment, d'un point de vue financier. Et donc, vous avez le détail, donc il s'agit de l'avant-projet, puisque naturellement, après, il y aura les appels d'offres qui finaliseront exactement le projet, avec les recherches de subventions. Vous avez donc l'État 1 million, la région 200 000, les départements 1 million, l'intercommunauté, c'est la PAPH au titre des fonds de concours, 112 000 €, et les fonds européens, 1 million. Donc, si vous regardez, on est pratiquement pas loin du 1%, ce qui est exceptionnel et pour lequel il faut, dans lequel il faut possibilités existent, parce que tous les jours on trouve des quantités de financement, d'un tel taux. Une autre petite remarque aussi, on va pouvoir, d'un point de vue budgétaire, puisque là on est sur le plan financier, qui va se traduire sur un peu le plan budgétaire, on va pouvoir phaser sur le plan budgétaire sur 2 ans, puisque l'opération principale, donc la plus importante, sera naturellement sur l'année 2022, mais la finalisation, en particulier le service de restauration, se ferait à la fin des travaux, naturellement, il pourrait être financé sur l'année 2023, ce qui aussi, d'un point de vue budgétaire, est tout aussi intéressant. Voilà les précisions que je tenais à apporter d'un point de vue budget. Merci Patrick. Donc là, résultat, si je puis dire, des courses au tout début de l'année, au mois de janvier, là, on est dans un dialogue compétitif avec les groupements d'entreprises. Ils vont nous remettre leurs offres là en tout début d'année. Et après, si vous en êtes d'accord, parce que c'est ce qu'on vous demande maintenant, c'est de valider cette opération, ce projet. Voilà, très ambitieux, mais je pense qu'il est à l'image de la politique, des engagements qu'on a pris, donc tranquillement. Merci messieurs. Est-il des demandes d'éclaircissement, de précision sur cette délibération? Non. Effectivement, il est à souligner à la fois le caractère ambitieux, je ne vais pas redire ce qu'a dit Jean-Paul, et le caractère novateur qui fait porter des regards sur cette approche de réhabilitation nouvelle et des équipements scolaires, et qui donc du coup explique aussi ce côté exemplaire, la volonté de l'État et de l'Europe de le soutenir. Aujourd'hui, il y a des, oui, j'ai envie de dire, presque réussir à mobiliser 1 million d'euros de la part de l'État, c'est extrêmement rare. Je ne sais pas si on les obtiendra, mais en tout cas, des contacts qu'on a avec les services de l'État, il y a une volonté de pouvoir sanctuariser cet accompagnement. Et l'Europe également. Voilà, donc saisissons la balle au bon, et si derrière ce process peut s'aimer ailleurs et poursuivre la rénovation thermique des équipements d'une façon générale et scolaire en particulier, il faudra s'en saisir. Je vais la mettre en voie s'il n'y a pas de remarques particulières ou d'autres. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Adopté. Rénovation toujours pour la piscine, désormais. Oui, notre chère piscine Tournesol. Au tir d'experts, elle fait partie des piscines de Tournesol encore existantes, étant dans un très bon état. On peut se féliciter d'avoir su l'entretenir jusqu'à maintenant. J'en connais même une qui est classée monument historique. Vous voyez, tout est possible. Voilà. Là, l'idée, c'est d'améliorer le confort acoustique, mais aussi le confort thermique de la piscine. Voilà, il y a des joints à reprendre, il y a des écrans acoustiques. Je
m'arrête après parce que je suis en train de constater que je fais lourd ce soir, financièrement. L'aménagement, ou plutôt la requalification de la rue de la République, commencé mais pas terminé, et bien voilà, on va mettre fin à ce problème, parce qu'on va attaquer les travaux qui vont nous permettre de finaliser l'aménagement de cette rue, là, au mois de janvier. Bon, avec du retard, des entreprises, le Covid ne nous a pas aidés, bref. Voilà, là on a trouvé la bonne équipe de maîtrise d'œuvre, les bonnes entreprises, croise les doigts, non, de façon d'être optimiste, et voilà, on attaque là vraiment au début de la rentrée 2022. On n'a pas pu tout faire. On n'a pas pu tout faire, on aurait voulu, par exemple, bel exemple, enterrer tout ce qui est réseau aérien. Nos budgets sont ce qu'ils sont, on a beau être de très bons chasseurs de primes, à un moment donné, il y a des limites, il y a des limites à tout. Ben là, on n'a pas pu voilà, se payer, si je puis dire, la possibilité d'enterrer ces lignes aériennes. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, à un moment donné, il faut savoir rendre, entre guillemets, les armes. Patrick, peut-être détailler un peu les aspects financiers? Oui, donc l'ensemble de l'opération a été chiffré à 561 002 euros hors taxe, 673 202,40 euros de TTC. Nous disposons à la CAPH d'un fonds de concours sur l'ensemble du mandat d'1 703 000 euros, et donc on propose d'aller chercher le premier amendement sur le fonds de concours de ce mandat à hauteur de 50% du projet hors taxe, à savoir donc 280 501 euros. Donc voilà. On pourra peut-être préciser également dans cette délibération pour être complète que la commission d'appel doit simplifier ses règles du 24 novembre, que le marché a été attribué et à une entreprise locale, très locale. Voilà. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Des oppositions? Des abstentions? Non plus. Je vous remercie et on va démarrer les travaux. On poursuit sur les finances, si pas de bêtises, avec Patrick Triffi pour une délibération qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, les deux délibérations suivantes, ouverture de crédit d'investissement et avance de subvention au CCAS, ont le même motif. Notre budget 2021 se termine le 31 décembre, et naturellement, le prochain budget 2022 sera voté au plus tard, en avril. Et naturellement, il faut assurer la continuité de fonctionnement et d'investissement et de fonctionnement du CCAS jusqu'au vote du budget. Pour ce qui concerne la ville, en termes de fonctionnement, il n'y a pas de délibération à prendre, puisque c'est pratiquement automatiquement reconduit à hauteur de 100% du budget précédent. Ça, il y a l'organisme délibérant, le conseil n'est pas obligé de délibérer. Par contre, sur l'investissement, nous devons délibérer et on peut délibérer à hauteur de 25% du budget de l'année précédente. Et donc, vous avez, pour l'ensemble des lignes d'investissement, les montants, l'ouverture de ligne de crédit jusqu'au vote du budget définitif, mars-avril, et vous avez donc par chapitre le maximum autorisé jusqu'au vote du budget. Pour ce qui concerne le CCAS, qui est un organisme indépendant, avec son budget propre, ainsi il s'agit de voter une avance de subvention de 200 000 euros. On aura naturellement le montant total de la subvention CCAS lors du budget, mais d'ici le vote du budget, il faut bien payer les agents, il faut que l'organisme, que tout le fonctionnement habituel fonctionne, et donc on propose de voter une avance de subvention de 200 000 euros pour permettre cette continuité de fonctionnement du CCAS. Donc deux votes séparés. Merci Patrick. Donc sur la première, concernant l'ouverture de crédit, comme on l'a expliqué pour démarrer 2022, est-ce que vous avez des remarques, des demandes de précision? Non, je vais la mettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non plus, je vous remercie. Et donc même punition, ce qui relève du CCS.
Des oppositions? Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Délibération suivante sur l'apport au marché d'assurance statutaire. Oui, alors le marché actuel arrive en fin d'exercice le 31 décembre 2022. Donc à la fin de l'année prochaine. Donc ce qui veut dire qu'en 2022, il y aura le renouvellement du marché avec un appel d'offres qui sera lancé pour le marché la période suivante. Le prestataire nous a annoncé une hausse de son tarif et naturellement, ce sont une modification du conseil. Il doit y avoir une délibération du conseil, le taux passant de 3,69% à 5,08%, donc une augmentation relativement importante, hein, il faut le dire. On espère que le nouvel appel d'offres l'année prochaine nous permettra de... Enfin, on verra au moment de l'appel d'offres. Merci. Des remarques? Merci. Des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Adopté. Délibération sur le marché du voyage du bâtiment. Oui, alors là, le marché actuel arrive en fin d'exercice le 31 décembre de cette année. Et naturellement, on a procédé au lancement d'un nouvel appel d'offres avec deux mots, donc sur le nettoyage des bâtiments communaux et un mot sur la vitrerie. La commission d'appel d'offres s'est réunie le mercredi 24 novembre, a examiné les offres et a retenu, et donc c'est la proposition qui est faite par le Conseil de valider ce qui a été retenu par la commission d'appel d'offres. La société GS pour un montant de 185 493,66 hors taxe, je ne sais pas le montant TTC, donc le montant estimatif incluant les consommables et les produits d'hygiène, et pour le niveau de la vitrerie, donc la société Junior pour un montant de 5 392,33 € hors taxe. Merci Patrick. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Adopté. Merci Patrick pour ces présentations. Je donne la parole à Annelle Bram pour la délibération sur la subvention pour l'association La Petite Relève de la Boise. Alors, considérant que la ville de Rennes a organisé avec le concours de l'association La Petite Relève rémoise un événement intitulé La Récré verte du 18 au 29 octobre 2021 à la salle des fêtes de Toulon. Considérant que le concours apporté par l'association pour la mise en place d'un magasin éphémère éco-responsable pour les enfants, des ateliers thématiques, de listes de courses zéro déchet, des produits bénéfiques pour la santé, fruits et légumes de saison et des produits locaux. Considérant que l'objectif de cette expo était la sensibilisation des générations futures de la consommation de produits locaux et l'achat. Considérant que cette activité était ouverte aux enfants des écoles et des centres de loisirs de Rennes ainsi qu'au public. Considérant que le montant de la prestation s'élevait à 10 000 €, que cette prestation d'un montant s'élevant à 10 000 € est capable de pouvoir prétendre des aides financières, le cours a été supporté par l'association La Petite Relève rémoise. Et cette année, considérant ainsi porté au projet, cette attribuée par le projet d'initiation citoyenne à l'aide financière d'un montant de 1 000 € par la société immobilière Grand Ténon, une aide de 3 000 €. Considérant l'avis favorable de la commission sport et associative en date du 16 novembre pour l'attribution à l'association d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 6 000 € qui permet d'équilibrer la dépense de l'association
il est proposé au conseil municipal de la réforme de 6 euros. Merci Annette. Oui, on aura corrigé, il s'agit de projet d'initiative citoyenne, pas d'initiation, c'est une faute de frappe. Donc déjà corrigé, je viens de faire. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Je vais la mettre au voie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Tu poursuis les subventions exceptionnelles pour l'association Famille Automodélis, s'il vous plaît. de modélisme sur le circuit situé à la base. Considérant qu'à la fin de pouvoir rénover le circuit, l'association a engagé des travaux à ses frais d'un montant de 800 euros. Considérant la demande de l'association pour une aide financière exceptionnelle, compte tenu des factures et autres frais payés en 2021. Considérant l'avis favorable par la commission des sports, novembre 2021 pour l'attribution à la structure du pouvoir exceptionnel d'un montant de 30 euros. Merci Annette. Des remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non plus, je vous remercie. Adopté. Je vous propose, le temps que Sylvia arrive, de mettre en stand-by sa délibération sur la cité éducative. Nous y reviendrons quand elle sera là. Du coup, André Couplé, si tu veux bien anticiper ton intervention pour nous présenter la délibération relative à l'indemnité des enseignants durant le séjour au projet. S'il te plaît, merci André. Oui, merci Monsieur le maire. Vous savez effectivement que depuis plusieurs années, la municipalité de Rennes adhère au syndicat intercommunal chargé de la gestion du centre de vacances des Grangettes, un centre qui est situé dans le massif du Jura et dans le département du Doubs en particulier, et que cette adhésion permet à la municipalité d'envoyer des Rennois, jeunes et parfois adultes, mais surtout jeunes, pour bénéficier de séjours, de types de séjours, place de neige ou vacances lors des périodes de vacances. L'objet de notre délibération concerne plus spécialement les classes de neige qui doivent obligatoirement être encadrées par des enseignants. Enfin, si la municipalité est responsable de l'organisation de ces classes de neige, si le centre des Grangettes est responsable du fonctionnement du centre et en ce qui concerne l'accueil des enfants, ce sont les enseignants, dans le cadre de ces classes de neige, qui ont la responsabilité totale des enfants qui leur sont confiés, et ceci 24 heures sur 24. Il est donc important qu'on puisse motiver, comme ils le sont en général, motiver les enseignants à poursuivre cette action à la fois ludique et pédagogique dans l'organisation, dans l'accompagnement des classes de neige. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à rémunérer les enseignants et en fixant à 500 euros brut l'indemnité qui leur sera versée. De prévoir enfin une enveloppe de crédit à nos budgets. Et puis enfin, l'autorité du maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci André. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Pas de remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non plus. Et je vous remercie. Programmation contrat de pile 2022 présenté par Jérôme Lamez.
Monsieur le maire. Alors, comme vous allez voir, c'est une programmation politique de la ville, assez dynamique. Je vais vous rappeler quand même le cadre, le contexte de cette programmation. Comme vous le savez, il y a 4 grands cas dans la ville qui sont retenus en politique de la ville. Ce qui veut dire que l'État nous subventionne sur des actions qui sont déposées par nos services, par les services des associations, notamment aussi. Et donc, à ce titre, là, je vais vous présenter l'ensemble des actions qui ont été retenues pour l'instant en termes de projets. Ce que je vais vous présenter, ce sont des projets. Des projets qui seront déposés, qui seront ensuite étudiés, validés par les services de l'État, de la CNPH. C'est un travail qui prend toute l'année, il faut le savoir, pour ça j'insiste, c'est pas un travail qui se fait sur un mois, c'est un travail qui débute déjà lors de la programmation précédente. Puisque comme vous allez le voir, il y a des actions renouvelées de la programmation précédente et des actions nouvelles. Pourquoi je vais insister sur le fait que nous avons une programmation dynamique? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions nouvelles, et quand nous avons des actions nouvelles, nous sommes subventionnés de manière optique, puisque nous avons des subventions qui sont établies pour ce qui est de la participation de l'État à hauteur de 80%. Donc c'est pas neutre, et donc ça prouve vraiment un dynamisme de la part de nos services de se renouveler, de faire preuve aussi d'innovation, d'originalité. Donc je vais vous présenter de manière assez synthétique l'ensemble de ces actions. Vous m'excuserez, j'ai préparé un document très très copieux qui ne fait que 3 pages, mais je vais vous rassurer, je vais être très synthétique, mais je pense qu'il est essentiel de s'arrêter quand même pour vous expliquer un minimum l'intérêt, l'objectif de ces actions. Qui est portée par le CCS. Comme vous le savez, il y a de nombreuses initiatives participatives qui font appel à la participation des habitants de notre ville. Et sur le thème du jardinage, de la sensibilisation à l'environnement encore plus. Et elles sont réalisées vraiment par les différents acteurs de la ville, les maisons de quartier, les bailleurs, les écoles, les services de la ville. Comme vous savez aussi, c'est que le quartier Sabatier souffre aussi encore un peu de son image, le quartier inscrit en politique de la ville. Donc il nous semblait nécessaire aussi à travers cette action de changer aussi l'image, de contribuer à la valorisation de ce quartier et de valoriser notamment les initiatives, les compétences des habitants, le patrimoine et aussi l'organisation dans ce quartier. Donc pour ce faire, il y aura donc différentes animations et manifestations qui seront organisées en 2022, je disais, sur le thème du jardinage, à travers le quartier, notamment afin de découvrir les nombreuses voyettes sur les petits chemins que vous connaissez à travers les différents espaces qui sont cultivés dans ce quartier par les habitants. Et ce quartier peut se targuer d'avoir vraiment des espaces verts qui sont vraiment intéressants à cultiver et à valoriser. Donc dans ce cadre, plusieurs actions seront mises en place pour de l'année 2022. Donc il y aura des balades nocturnes, des balades comptées, c'est-à-dire des balades avec des contes qui seront racontés au public, des ateliers cuisine, une action d'aménagement des chemins, des petites voyettes avec l'organisation d'un temps fort en décembre dans le cadre du 10e anniversaire de la reconnaissance du patrimoine minier par l'UNESCO. Et ce temps fort, que je suis en train de vous présenter, sera appelé le Festival des Jardins. Donc gardien de partie, comme son nom l'indique. Le programme sera élaboré en étroite relation avec les habitants et les partenaires. Donc bien sûr, les habitants des autres quartiers de Saint-Laurent-Est, ils seront invités justement à venir découvrir tout ce programme qui sera présenté à travers cette action sur le quartier Sabatier. C'est vraiment une programmation festive, citoyenne et solidaire qui est prévue. Donc on espère effectivement que cette action sera retenue par les services de l'État lors de l'étude qui sera faite. Voilà pour cette première action. R+, c'est une action qui est également portée par le CCS. Donc suite à la crise sanitaire, notamment suite à l'année dernière, les différents partenaires en charge du volet éducatif dans la ville ont identifié un manque, mais vraiment un gros manque en matière de soutien au parcours scolaire des enfants des écoles élémentaires au centre-ville. Donc l'objectif de cette action, c'est de permettre à ces enfants du centre-ville de bénéficier d'une aide et d'un accompagnement ponctuel au sein même des structures du centre-ville. Quelques exemples de structures dont on dispose, la médiathèque, l'espace jeunesse et l'école notamment du centre Jean-Luc. Cette action sera complémentaire aux actions similaires existantes dans les autres quartiers. Le parcours. Excusez-moi, je pense que je fais un peu de bruit trop tard, c'est ça? Et donc cette action sera véritablement complémentaire aux actions similaires existantes
dans les autres quartiers. Donc là, cette fois, contrairement au programme de réussite éducative, le parcours de l'enfant sera libre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'orientation par les équipes enseignantes. Voilà, donc pour cette action R+, portée par le CCS. Ensuite, vous allez avoir les actions du PRE. Là, c'est pas une nouveauté, hein, on les retrouve maintenant chaque année. Ces actions du programme de réussite éducative, dont le portage sera assuré par le CCS. Donc, en premier lieu, un poste, bien sûr, essentiel de coordonnateur pour coordonner l'ensemble des actions du programme de réussite éducative sur la ville, et un poste de référent de parcours pour assurer le suivi des parcours des enfants qui seront positionnés dans le cadre du dispositif. Bien évidemment, un programme d'action qui sera défini en concertation avec l'ensemble des acteurs en charge des actions éducatives et scolaires dans la ville. Et petite nouveauté en marge pour la programmation 2022, il y aura une action nouvelle qui s'appelle Objectif réussite scolaire. Et les enfants seront repérés et orientés par les enseignants en accord avec les familles. Donc, bien sûr, travailler à travers cette nouvelle action, donc améliorer le niveau de lecture et d'écriture, améliorer le langage et la prise de parole pour les enfants, travailler sur la confiance en soi et renforcer le rôle éducatif des parents. Et enfin, cette action sera développée en partenariat avec une association qui s'appelle Coup de pouce. Voilà donc pour le programme de réussite éducative. Ensuite, l'action suivante est médiacité. Donc ça, c'est une action que vous connaissez, puisque c'est une action qui est renouvelée. Elle est portée par l'association Le Capet. Donc, comme vous le savez, à travers cette action, sont valorisées donc, la présence de médiateurs sociaux dans nos quartiers, dont les objectifs sont d'assurer une présence quotidienne, visible, bienveillante dans nos quartiers fréquentés par les jeunes. Et donc, parmi le travail de ces médiateurs, il y a des actions de prévention qui seront organisées avec et pour les jeunes pour travailler, par exemple, la citoyenneté, la responsabilité de notre jeunesse. Une nouvelle action, portrait d'une jeunesse assumée, portée par le CCS. Donc, le public visé par cette action, en priorité, ce sont les femmes et les jeunes femmes. Alors, pourquoi l'idée, c'est de travailler sur la confiance en soi des femmes en mettant en place des ateliers de récit de soi par l'écriture et l'image. On utilisera des supports comme la vidéo et la photo pour valoriser l'image de la femme dans notre vie, et notamment dans nos quartiers. Et pour preuve qu'effectivement cette action est à valoriser, on a déjà eu un contact avec un magazine qui s'appelle Fumigène, qui est un magazine de culture urbaine, et qui publiera un vidéo hors série l'année prochaine concernant cette action originale. Un cycle de mutation dans le bassin minier, donc l'action suivante, action nouvelle également, parce que donc, comme vous le savez, le bassin minier a été reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le quartier de Sabatier est directement concerné, avec bien sûr quelques exemples du patrimoine, l'église polonaise, le chevalement, la cité du Pinson. Et l'objectif de cette action, c'est de sensibiliser le public sur le rôle des femmes au cours de l'histoire du bassin minier. Donc, l'idée aussi, ce sera de sensibiliser les habitants à l'évolution du quartier de ces dernières années. Donc, pour ce faire, différents ateliers sont proposés. Il y aura des ateliers d'écriture, de témoignages d'habitants, des ateliers afin de recueillir les souhaits des habitants sur le devenir du quartier, c'est-à-dire que sera le quartier dans 10 ans, avec la réalisation d'une capsule qui permettra effectivement d'enfuir, on va dire, les souhaits des habitants, et puis d'ouvrir cette capsule. Et une manifestation de restitution sera organisée avec un spectacle et des déambulations dans le quartier. Voilà un petit peu pour le programme de cette action qui, je rappelle, s'appelle Un siècle de mutation dans le bassin minier. Donc, l'action suivante, formation des habitants du service d'échange local, que vous connaissez. Donc, pour rappel, le Troc de Rémois a été créé cette année. C'est une association qui s'est créée le 27 mai dernier. Et les habitants qui participent à cette dynamique autour du SEM ont sollicité le CCS afin de bénéficier d'une aide technique, afin de créer des outils de suivi, de communication nécessaires au bon fonctionnement de l'association. Donc des formations seront mises en place pour les participants, pour les habitants, et un agent sera mis à disposition dans ce cadre pour accompagner le projet. Action suivante, être bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc là, c'est une
L'action consistera à mettre en place des ateliers théâtre sur le thème des maladies neurodégénératives. Donc une compagnie de théâtre qui s'appelle Ouvrons le dialogue a été contactée par nos services afin de mettre en place des ateliers intergénérationnels afin de travailler sur le regard entre les générations et améliorer la communication qui est importante entre les générations. Donc à l'effet aussi de cette action seront mis en place des ateliers sport et alimentation, des ateliers bien-être avec par exemple de la sophrologie et du yoga du rythme. Voilà, tout un programme. Action suivante, les ateliers du RLab. Donc ça c'est une action également nouvelle. Il s'agit de poursuivre la mise en place d'ateliers qui ont déjà été mis en place un peu l'année dernière, puisque les RLab n'est pas nouveau en soi, vous connaissez le principe du RLab, qui est une action participative, de citoyenneté, pour effectivement associer les habitants à la réflexion sur les projets, sur le devenir de la ville. Et donc la mise en place opérationnelle de ces ateliers de démocratie participative est prévue l'année prochaine, à travers un temps fort. Et donc on aura différents événements, notamment en mars, des événements autour de la citoyenneté, et en avril, sur le thème du bénévolat et de l'engagement citoyen. L'action suivante, Graines de pouce citoyenne. Donc ça, c'est une action qui est portée par l'association des maisons de quartier de Rennes, une action renouvelée. Donc l'idée, c'est de mettre en place des initiatives des jeunes sur différents thèmes, la solidarité, la citoyenneté, et c'est une action qui est essentiellement concentrée sur le quartier de Sabatier. Enfin, une dernière action, qui est la 12e de ce programme de politique de la ville 2022. Ça s'appelle Acteurs de la participation citoyenne, qui est déposé pour la première fois par le Conseil citoyen. Il s'agira de soutenir la formation des conseillers citoyens pour les aider à mieux s'épanouir dans leur rôle de conseillers citoyens. Donc des formations par exemple sur la prise de parole en public, sur la formation à l'écoute, sur les études de synthèse, sur la méthodologie de projet, ou encore l'organisation d'événements, sera proposée donc à ses habitants, à ses conseillers citoyens. Et l'idée aussi, bien sûr, c'est d'amener davantage de formation, bien sûr, à ces conseillers citoyens qui sont, je le rappelle, des habitants très souvent bénévoles, qui consacrent leur temps à leur quartier. Voilà, tout résumé, cette programmation, comme vous le voyez, je n'ai pas encore parlé de chiffres, mais il va falloir quand même en parler, mais c'est important. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que c'est une programmation qui a un coût total prévisionnel de 435 485 €, donc c'est quand même pas neutre, un montant assez important, sachant que là où effectivement, tout à l'heure Jean-Paul disait, oui, il y a un effort fait considérable par nos services pour aller chercher des subventions sur les projets, encore une fois, comme vous le voyez à travers ce programme de politique de la ville, nos services se sont encore donné les moyens, une nouvelle fois, cette année, en relation étroite avec, bien sûr, les équipes d'élus, de travailler sur une programmation qui va nous permettre d'aller chercher pratiquement 3 quarts du coût total de la programmation politique de la ville 2022, puisque le coût, je dirais, la charge de la ville sera un quart, donc pratiquement 23% de participation, je vais calculer en pourcentage, 23% du coût prévisionnel de cette opération politique de la ville, de ce programme de politique de la ville 2022, sera du fait de la ville. Si je veux dire, c'est seulement 23%. Donc vous voyez, l'intérêt aussi de la politique de la ville, c'est de nous permettre d'obtenir des subventions de manière quand même pas négligeable. Pratiquement les 3 quarts de cette programmation sera soutenue, bien sûr en espérant que l'ensemble des actions seront retenues. On a bon espoir parce qu'on a quand même travaillé en étroite concertation avec nos partenaires que sont l'État et aussi le CAPH. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que moi je tiens vraiment à féliciter nos équipes, encore une fois, pour ce travail, nos équipes techniques, pour ce travail important qui a été réalisé, je le rappelle, tout au long de l'année. Ce n'est pas un travail qui se fait un mois avant le dépôt de la programmation, tout au long de l'année. Toutes les équipes, tous nos services ont été encore une fois mobilisés autour de cette programmation politique de la ville. Et vraiment, je tiens encore une fois à les remercier pour ce travail. Merci. Merci Jérôme pour cette présentation complète. Effectivement, petite illustration sur les moyens financiers mobilisés lorsque la commune met 1 €, ça permet d'avoir un effet levier pour aller chercher 4,30 € quasiment. Donc c'est 1 pour 4. Ça montre la capacité d'aller chercher les financements qui vont bien.
abstention. On voit pas. Je vous remercie. Donc adopté et on s'associe naturellement tous ensemble aux félicitations adressées aux services et aux partenaires qui ont travaillé à nos côtés. Il s'agit du comité des actes du Pays Victoire. Alors, rapidement, pour vous encaisser les grandes lignes, puisqu'il s'agit pour nous d'en prendre acte, et acte de la présentation en conseil municipal, je rappellerai simplement que le contrôle a porté sur la période depuis 2016, et notamment avec une attention particulière sur la gestion de deux EHPAD, la résidence Harmonie et la résidence Les Godenettes, et sur aussi l'impact et les conséquences de la crise sanitaire sur ces établissements. Après plusieurs mois de contrôle, il y a eu des rapports d'observation provisoires qui ont à chaque fois été communiqués au CIU pour le droit de réponse. Et c'est le 22 juillet 2021 que le rapport définitif a été notifié au comité des âges. Du coup, l'a transmis aux communes membres et chacune d'entre elles est tenue donc en discuter dans le acte de sa présentation. La Chambre régionale des comptes a fait 5 rappels au droit et 3 recommandations. Le premier rappel au droit concerne la régularisation de la situation juridique des établissements d'hébergement pour personnes âgées, conformément au Code de l'action sociale et des familles. Le deuxième rappel au droit s'est porté sur l'actualisation des projets d'établissement des deux EHPAD cités, Harmonie et Godenettes, conformément toujours aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles. Le troisième rappel au droit visait à se conformer aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles en retraçant chaque activité sociale et sociale dans un budget annexe distinct, pas des soucis de présentation, une exigence de clarté dans la présentation des budgets annexes des équipements. Le quatrième rappel au droit visait à faire respecter dans les équipes la durée légale du temps de travail en application des nouvelles dispositions liées au passage aux 1607 heures. Le cinquième rappel au droit concernait l'obligation de réaliser un document unique d'évaluation des risques professionnels, conformément au Code du travail. Et les recommandations portaient sur la mise en cohérence des délégations de fonctions et signatures des élus, du directeur général et des directeurs avec les statuts et la régularisation. Et la deuxième recommandation était relative à la fiabilisation des données concernant les effectifs globaux et par structure en liant au rapprochement des postes budgétaires ouverts et pourvus. Recommandation supplémentaire, assurer un bon fonctionnement du conseil de la vie sociale qui existe dans les structures médico-sociales. Et le rapport définitif, pour être tout à fait complet, a été délibéré et débattu lui-même au sein du comité syndical du comité des âges le 20 octobre dernier. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes? Pas de questions, je vous remercie. Donc nous prenons acte de sa présentation au sein du Conseil. Du coup, Sylvia, désolé, je vais poursuivre sur la présentation de la cité éducative, pour vous en donner les grandes lignes. Rappelez d'abord que c'est une labellisation nouvelle à laquelle nous avons sollicité l'éligibilité au début du mois d'octobre, avec l'appui, reconnaissons-le, de la préfète à l'égalité des chances, qui considérait que les communes de Beurage, d'Écopont, de Bruay et de Rennes avaient tous les indicateurs pour se réunir autour de cette labellisation de la cité éducative. Cette labellisation cité éducative n'est pas nouvelle, puisqu'elle existait déjà sur le territoire de l'arrondissement de Valenciennes. Une déjà existait du côté de Anzin et Valenciennes sur le site de Chasse Royale, et une autre sur la ville de Denain. Nous sommes donc la troisième cité éducative. Cette forme de collaboration et de renfort de moyens affirmés va nous permettre de travailler davantage encore dans les quartiers géographiques prioritaires, puisque c'est là où ça s'adresse, et ça fait écho à ce qu'expliquait Jérôme Ibanez il y a quelques instants, pour mieux mobiliser l'ensemble des acteurs et des institutions engagés autour de l'école pour assurer la réussite de nos jeunes, et notamment couvrir l'intégralité du parcours des enfants, de la petite enfance jusqu'à nos jeunes âgés de 25 ans. Vous avez dans la délibération les 3 grands objectifs qui sont affichés. C'est une collaboration qui doit se dérouler sur la période 2022-2025, à laquelle
est assorti à un financement de l'État renforcé du droit commun que nous avons déjà sur un certain nombre d'actions de 300 000 € par an. En commun accord avec les 3 autres communes, Bruay, Gobon et Beuvrages, c'est la ville de Rennes qui portera la coordination du dispositif. Et j'ai un trou de mémoire sur le collège qui sera Écopon. Merci. Et c'est le collège d'Écopon sur... Non, c'est Bruay? C'est Bruay, alors. Bon, c'est Bruay, c'est pas là, j'ai dit c'est Bruay, c'est Bruay. C'est Bruay sur ESCO, donc parce que la gouvernance de ce dispositif met autour de la table ce qu'on appelle une troïka, un représentant des communes, un représentant des collèges, c'est le dispositif qui veut ça, et un représentant de l'État, le DAZEN. Donc il y aura le DAZEN, la ville de Rennes, avec son coordonnateur, et le collège de Boulet. Et sur 3 ans, c'est une collaboration qui devra s'engager. Ce sont des pratiques qu'on a l'habitude de faire, parce qu'avec ces communes voisines, nous avons déjà l'habitude de travailler. On ne pouvait pas passer à côté des moyens supplémentaires et des chances que ça pouvait donner, même si c'est chirurgical, à nos enfants d'avoir les meilleurs parcours, et à nos jeunes d'avoir les meilleurs parcours de formation et de scolarité possible. Voilà ce que vous aurez expliqué, Sylvia, certainement mieux que moi, mais avec autant de conviction, ça m'en suis convaincu. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Pas de remarques, aussi des oppositions, des abstentions, je n'en vois pas, je vous remercie pour cette soirée. André m'avait ici pour apporter une information concernant les protocoles sanitaires qui étaient organisés justement à la veille des séjours qui se préparaient à se dérouler. On va lui redonner la parole pour qu'il donne quelques éléments là-dessus. Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais tout simplement intervenir pour rassurer tous les collègues et leur demander de rassurer les familles qui pourraient les interroger. On n'organise pas du blasonnage actuellement en ignorant la pandémie qui nous accable et les nouvelles menaces qui pèsent il y a eu un décret en juin qui autorisait l'ouverture des centres de vacances qui accueillaient des mineurs. Et le protocole qui a été établi à l'époque a été réactualisé le 8 décembre dernier, compte tenu du fait que nous étions sur tout le territoire passé en ce qui concerne le protocole sanitaire au niveau 3 qui détermine des dispositions particulières, je vais pas vous les énumérer, mais simplement vous indiquer celles qui sont les plus préoccupantes pour les familles. En ce qui concerne le port du masque, ce port du masque est évidemment obligatoire pour tous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment au Grand Jet. Les remontées mécaniques ne sont pas accessibles sans le port du masque. Il est également obligatoire dans les pics d'attente. Il est possible de retirer le masque uniquement pendant l'activité, c'est-à-dire pendant le site. En ce qui concerne le pass sanitaire n'est obligatoire que pour les encadrants et pour les enfants de plus de 12 ans révolus. Et il est donc obligatoire, quel que soit l'endroit où ces encadrants, ces jeunes se trouvent, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur. Nos classes de neige ne concernent pas les enfants de 12 ans, bien entendu, donc seuls les encadrants sont soumis à l'obligation du pass sanitaire. Ce protocole détermine également le nombre d'enfants qui doivent être accueillis. Je ne vais pas vous donner le détail. Il précise que les communications doivent être effectuées auprès des familles
C'est ce que nous faisons régulièrement tous les ans lorsque nous réunissons les parents pour présenter le centre des Grangettes. Les réunions qui ont lieu en ce moment et qui se poursuivront dans le premier trimestre de 2022 mettent évidemment l'accent sur ces, en plus de la présentation du centre, sur les mesures sanitaires qui sont adoptées pour les séjours. Ce protocole précise également les conditions d'hébergement, à savoir que dans les chambres, la distance de 2 mètres entre les lits est obligatoire. Rappelle également la nécessité pour les parents de prendre la température de leurs enfants avant qu'ils montent dans le bus. Cette température pourrait être inférieure à 38 degrés. Précise également les activités, les conditions dans lesquelles les activités autres que le ski doivent se dérouler, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à savoir que ces activités concernent des groupes constitués en évitant tout brassage entre les groupes. Précision également en ce qui concerne les transports dans le bus avec une désinfection régulière. Concernant la restauration, je vous ai parlé il y a quelques instants de brassage pendant les activités. Tous les enfants d'un même groupe doivent prendre leur repas ensemble et ne pas, là où non plus, pas y avoir de brassage entre les groupes. Enfin, en ce qui concerne la détection d'un cas Covid, tout enfant dont le Covid serait détecté est automatiquement isolé en attendant d'une prise en charge en tout cas soit organisée et doit être rapatrié automatiquement. Pour les enfants du groupe, donc les cas contacts, jusqu'au 8 décembre, il était prévu que lorsque un enfant présentait un symptôme de Covid avéré, les autres enfants du groupe devaient être mis en quarantaine. Et donc c'est le décret du 8 décembre annule cette disposition. Les enfants d'un groupe dans lequel un cas Covid aura été détecté pourront poursuivre les activités, mais un test PCR sera automatiquement effectué et bien entendu, si un nouveau cas positif était détecté, un retour à la disposition précédente, les autres enfants dont le test serait négatif pourront évidemment reprendre l'activité proposée. Aux familles qui font le CV d'encadrement de ces séjours. Merci beaucoup André. Oui, passez par vous. Pardon? Oui. Jusqu'à présent, oui, on a eu 2 réunions, une réunion à Ngodo, une réunion à Tijuana, et ces réunions ont eu lieu dans les classes. Merci. Alors, avant de quitter, vous savez que nos équipes ont toujours l'habitude de petites surprises dans notre petit conseil municipal de l'année. On a déjà eu l'équipe qui se met sur son 31. Et là, j'espère que vous avez tous remarqué le dress code, sinon je vais leur demander de se lever. Le dress code du pull de Noël, voilà. Une conférence sur les travaux. On a réussi bien. Et ça va bien. Bon, merci pour ce clin d'œil. On votera pour la France. Et quel est le plus moche pull de Noël? C'est ça. Et ils sont tous très beaux, donc on ne pourra pas merci à vous et merci à l'équipe aussi d'avoir préparé le petit sapin en clin d'œil pour nous annoncer les festivités qui arrivent dans le contexte que vous connaissez. Soyez prudents, on va lever la séance comme ça, de cette façon-là. C'est une tradition qu'au moment des fêtes de fin d'année, on arrive à trinquer avec quelques agates, mais là, le contexte sanitaire nous l'interdit totalement. On ne pourra pas prendre le risque et nous devons nous montrer l'exemple. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À très vite l'année prochaine. Et il y a le marché de Noël, bien sûr.
ce week-end. Voilà, passez